Le phénomène d'interférence, soit deux ondes de même nature et de même fréquence qui vibrent en phase lors de leurs émissions aux points sources S1 et S2 que nous voyons ici. Ces deux ondes vont se propager et ici venir frapper un écran en un point M. Ces deux ondes donc parviennent en un point M, elles se superposent et leurs signaux S1 de t et S2 de t s'additionnent. Le signal reçu au point M, noté S de t, est égal à la somme des deux signaux émis par les sources S1 de t plus S2 de t. La différence de marge delta est égale à S de M moins S1M, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde entre le point S2 et le point M, moins la distance parcourue par l'onde entre le point S1 et le point M. Nous observons que lorsque cette différence de marge delta est égale à 1 fois lambda, les deux ondes ici arrivent en phase et à ce moment-là, l'amplitude de l'onde résultante est maximale. Observons maintenant ce qui se passe lorsque la différence de marche est égale à une demi-longueur d'onde environ. Eh bien, les deux ondes qui arrivent ici sur le point M s'additionnent, mais donnent quoi? Eh bien, ils donnent une amplitude nulle. À ce moment-là, au niveau lumineux, qu'est-ce qu'on observe? On observera des taches sombres. Alors que précédemment, eh bien, lorsque la différence de marche valait une fois la longueur d'onde, à ce moment-là, on avait plutôt une frange brillante qui correspondait à un maximum d'intensité lumineuse. Pour une position quelconque du point M maintenant, eh bien, l'amplitude du signal résultant dépend du déphasage phi entre les deux signaux, phi égale phi2 moins phi1. Ce déphasage évidemment varie d'un point à un autre. L'onde résultante a alors une amplitude modulée dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Phénomène d'interférence. Soit deux signaux S1 et S2 qui sont envoyés des points S1 et des points S2 qui vont se superposer au point M et qui vont créer donc une figure d'interférence. En S1 et en S2, les deux ondes sont synchrones, ça veut dire qu'elles vibrent en même temps, elles vibrent en phase. Et puis quand elles arrivent au point M, eh bien, il faut faire intervenir un déphasage phi1 et phi2, voire les leçons précédentes. Vous avez démontré que l'amplitude du signal S, qui est la somme de S1 plus S2 au point M, a cette expression. À vous de travailler, c'est pas facile. Bien, on démarre. Eh bien, on écrit tout simplement que S de t, c'est la somme de ces deux signaux, c'est-à-dire A1 cos oméga t plus phi1 plus A2 cos oméga t plus phi2. Il faut connaître quelques formules de trigonométrie, comme cosinus A plus B égale cos A cos B moins sinus A sinus B. On va utiliser ceci pour exprimer S de t. Donc S de t est égal à quoi? Eh bien, A1 cos oméga t cos phi1 moins A1 sinus oméga t sinus phi1 plus la même chose pour ce terme-là, plus A2 cos oméga t cos phi2 moins A2 sinus oméga t sinus phi2. Poursuivons, on s'accroche. S de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici je vais mettre cosinus oméga t en facteur, donc ça donnera A1 cos phi1
plus A2 cos phi 2, facteur de quoi? Eh bien de cos oméga t. Moins, alors moins quoi? Eh bien on va mettre sinus oméga t en facteur, sinus oméga t, facteur de quoi? Eh bien de A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2. Eh bien, S de t, on va pouvoir l'écrire d'une autre façon. Eh bien, S de t, ce sera sous la forme suivante. A cos oméga t plus phi. En effet, A cos oméga t plus phi, toujours en reprenant la formule suivante, eh bien, ça nous donne quoi? A cos phi cos oméga t moins A sinus phi sinus oméga t. Bien, alors, que vaut donc le A cos phi? Eh bien, le A cos phi, ça vaut toute cette expression. Et que vaut le A sinus phi? Eh bien, toute cette expression. Autrement dit, S de t peut se mettre sous la forme petit a cos oméga t moins petit b sinus oméga t. Et donc, ça signifie quoi? Que S de t a exactement un signal qui a exactement la même pulsation que le signal S1 et que le signal S2. Par contre, son amplitude, évidemment, est différente. Elle va dépendre de A1 et de A2, et de cos phi 1 et cos phi 2. Et puis la phase phi, eh ben, on va la déterminer. Bien. Alors, comment trouver l'amplitude maintenant? Eh bien, nous observons quoi? Si on élève ça au carré plus ça au carré, hein, A carré plus B carré, eh bien, on retrouve l'amplitude au carré. En effet, A au carré plus B au carré, ça nous donne quoi? Ben, A carré cos carré phi plus A carré sinus carré phi. C'est-à-dire A carré facteur de cos carré phi plus sinus carré phi. Et ça fait 1. Donc, que vaut l'amplitude? Eh bien, il nous suffit juste de dire que l'amplitude au carré est égale à A cos phi qui vaut quoi? Tout ce terme-là au carré. Donc, A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 au carré, plus ce terme-là au carré, c'est-à-dire plus A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2 au carré. Presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on développe. Allons-y. Donc, A au carré égale. Ce terme-là au carré, ça fait A1 carré cos carré phi 1 plus A2 carré cos carré phi 2 plus 2A1 cos phi 1 cos phi 2 plus ceci au carré A1 carré sinus carré phi 1 plus A2 carré sinus carré phi 2 plus 2A1 A2 sinus phi 1 sinus phi 2. Bon, je vous rassure, hein, cette méthode, c'est la méthode lourde. C'est heavy, quoi. Hein. On va voir plus tard des méthodes avec notamment l'utilisation des imaginaires qui sera beaucoup plus simple. On a presque fini. Un petit coup de chiffonnette et puis on va simplifier cette expression. Ici, nous avons A1 carré cos carré phi 1 et A1 carré sinus carré phi 1. On peut mettre 1 au carré en facteur. 1 carré facteur de quoi? De cos carré plus sinus carré qui vaut 1. Donc ça fait 1 carré. Même chose de ce côté-là. A2 carré, on peut le mettre en facteur. Facteur de quoi? Eh bien de cos carré phi 1 plus sinus carré phi, cos carré phi 2 plus sinus carré phi 2. Et bien ça vaut 1. Il nous reste ces deux termes-là. 2A1 A2 cos phi 1 cos phi 2 et 2A1 A2 sinus phi 1 sinus phi 2. Et bien là, on retrouve quoi? Eh bien on retrouve le cos A moins B qui est égal à cos A cos B
moins sinus A, sinus A, sinus B. Regardez, cos A, cos B, sinus A, sinus B. D'accord? Alors, ce qui nous donne, donc, pour 1 plus A2 carré, donc ceci, ça nous donne quoi? Eh bien, tout simplement, ici, 2A1, A2, facteur de quoi? Ben, de cos A moins B. Alors, A moins B, on peut prendre cos phi2 moins phi1 ou cos phi1 moins phi2, c'est pareil. On a presque terminé. Eh bien, il ne nous reste plus qu'ici qu'à nous mettre la valeur de A. Eh bien, la valeur de A, de l'amplitude, c'est racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 cos phi2 moins phi1. Voilà pour l'amplitude. Alors nous voyons que cette amplitude, elle peut être maximale si ceci est maximal. D'accord? Si ceci vaut 1. Voici la valeur maximale de l'amplitude. Et puis elle est minimale si cos phi2 moins phi1 vaut moins 1. Quand l'amplitude est minimale, eh bien on a absence de lumière, hein, interférence destructive, on appelait ça en terminale, rappelez-vous. Et quand l'amplitude est maximale, alors à ce moment-là, on a un maximum d'intensité lumineuse. Voilà pourquoi, dans le phénomène d'interférence, vous avez des zones de grande intensité lumineuse et puis des zones où il y a absence d'intensité lumineuse. Vecteur de Fresnel. À quoi correspond un vecteur de Fresnel? Eh bien, imaginons que nous ayons un signal sinusoïdal de la forme A cosinus oméga t plus phi ou A sinus oméga t plus phi, par exemple une tension I de t dans le cas des régimes sinusoïdaux. Eh bien, à ces signaux, nous allons associer un vecteur de Fresnel, S de t, qui a pour amplitude eh bien, A, c'est-à-dire l'amplitude du signal sinusoïdal, et qui fait à l'instant t un angle θ de t égale oméga t plus phi, c'est-à-dire cet angle-là, angle θ de t compris entre le vecteur et ici l'axe des abscisses OX. Ce vecteur de Fresnel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme θ varie au cours du temps, eh bien, c'est joli avec la musique, eh bien, θ, il va varier au cours du temps, donc le vecteur S de t va avoir sa position variée au cours du temps. Ce vecteur S de t, donc, va avoir sa position variée au cours du temps. Il va parcourir ici, son extrémité en tout cas, eh bien, un cercle de rayon R égale grand A. À quoi correspond, par exemple, la coordonnée de ce vecteur sur l'axe des X? Eh bien, si on fait la projection sur l'axe des X, on retrouve ce segment. Que vaut ce segment? Eh bien, A, c'est-à-dire l'hypoténuse, fois le cosinus θ, qui varie au cours du temps, cosinus θ qui varie au cours du temps, c'est-à-dire A fois cosinus oméga t plus phi. Eh bien, la projection de ce vecteur sur l'axe des X nous donne quoi? Le signal S de t. Projection de S de t sur l'axe des Y, et bien de la même façon, ça nous donne A sinus θ de t, c'est-à-dire A fois sinus oméga t plus phi, c'est-à-dire le signal S' de t si on a choisi le signal sinusoïdal sous cette forme-là. Bien, à quoi sert le vecteur de Fresnel? Eh bien, imaginons que nous voulions faire la somme de deux signaux sinusoïdaux. Eh bien, trouver l'amplitude de cette somme avec un calcul analytique classique, c'est très difficile, voire impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À chaque signal S1 de t, S2 de t, on associe un vecteur de Fresnel S1 de t et vecteur S2 de t, et l'amplitude d'une somme de vecteurs, ça par contre, on sait le faire. Bien, on verra ça plus tard dans les exercices. Alors maintenant, je vais vous demander, pour que vous ayez un petit exercice d'application, je vais vous demander de dessiner le vecteur de Fresnel dans ces deux cas. Donc, A égale 2, amplitude du signal vaut 2. Phi, phase à l'origine pi sur 4, c'est la valeur de l'angle θ quand t égale 0. S de t sous cette forme-là, je vais vous demander de représenter le vecteur de Fresnel à l'instant t égale 0 et à l'instant
t égale t sur 4, c'est-à-dire un quart de période. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans un premier temps, il faut dessiner ici un cercle de rayon R égale A égale 2. De quoi? Par exemple 2 cm, etc. Ensuite, eh bien, que vaut à t égale 0 l'angle θ? Eh bien, θ à t égale 0 est égal à oméga t plus phi, c'est-à-dire oméga fois 0 plus pi sur 4. Donc l'angle vaut pi sur 4. Donc, le vecteur S, vecteur de Fresnel à l'instant 0, est représenté ici avec, il fait un angle de pi sur 4 par rapport à quoi? Par rapport à l'axe OX. À t égale grand T sur 4, où se trouve ce vecteur de Fresnel? Eh bien, θ à t sur 4 est égal à oméga, c'est-à-dire 2pi sur grand T fois t sur 4, plus pi sur 4, ce qui nous donne pi sur 2 plus pi sur 4, 3pi sur 4. Autrement dit, où se trouve le vecteur S, vecteur de Fresnel à t sur 4? Bien, pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2, et 3pi sur 4, le voici, le voilà. Voilà le vecteur de Fresnel à t égale t sur 4. Représentation de Fresnel de signaux. Ici, nous avons deux signaux qui sont représentés par deux vecteurs. Donc le signal S1 est représenté par le vecteur bleu, le signal S2 est représenté par le vecteur S vert ici. Si nous faisons S1 plus S2, nous trouvons le vecteur rouge qui est égal au vecteur S1 plus au vecteur S2. Alors, première remarque, que dire de la fréquence du signal résultant, somme de ces deux signaux? Eh bien, elle est identique, ici on le voit bien, à la fréquence du signal S1 et la fréquence du signal S2. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, de quoi va dépendre l'amplitude du signal résultant? Eh bien, première chose, évidemment, il va dépendre du rapport entre le signal S1, l'amplitude du signal S1 et celle du signal SE2. Autrement dit, ça va dépendre évidemment de l'amplitude de S1 et l'amplitude de S2, ça c'est la première chose. Et puis ça va dépendre également de quoi? Eh bien, ça va dépendre de déphasage entre S1 et S2. Prenons un déphasage nul par exemple. Alors à ce moment-là, si les deux signaux S1 et S2 sont en phase, eh bien nous aurons un maximum d'amplitude. Si au contraire, ces deux signaux sont en opposition de phase, et bien à ce moment-là, le signal résultant aura une amplitude qui sera minimale. Donc on voit que l'amplitude du signal résultant eh bien, va dépendre de l'amplitude de S1, de celle de S2, et puis du déphasage entre les deux signaux S1 et S2. Toujours dans les interférences, somme de deux signaux sinusoïdaux, et on veut déterminer l'amplitude de la somme de ces deux signaux au point M. On a vu par méthode analytique au 3.1 que c'était compliqué, hein, dur. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer par la méthode des vecteurs de Fresnel. On l'a vu précédemment. Voici les deux signaux qui vont se superposer. À S1, on associe le vecteur de Fresnel S1 d'amplitude A1. Et à S2, on associe le vecteur de Fresnel S2 d'amplitude A2. Et évidemment, S2t, qui est la somme de ces deux signaux, on va lui associer un vecteur S qui est égal à S1 plus S2, et dont l'amplitude vaut la fameuse amplitude A qu'on a eu tant de mal à déterminer. Traçons S1 et S2. Eh bien, on les trace le plus simplement à t égale 0. Ce sont des vecteurs tournants qui tournent à la vitesse angulaire oméga. Eh bien,
AT égale 0, S1 vaut A1 cos phi 1. Autrement dit, A1 cos phi 1, c'est quoi? C'est tout simplement la projection ici du vecteur S1, A1 cos phi 1 ici, le vecteur S1 sur l'axe OX. Donc l'angle ici, AT égale 0, vaut phi 1. Et de la même façon, on trace S2, AT égale 0, et bien S2, sa projection sur l'axe OX vaut A2 cos phi 2. Donc voici S2 et voici phi 2. Il ne nous reste plus que quoi? Eh bien, qu'à représenter S, qui est le vecteur somme des deux vecteurs S1 et S2. S1 plus S2, le voici, le voilà. Voici S2, que je retrace ici. Eh bien, ça nous donne le vecteur S, qui est la somme de S1 plus S2. Sa norme vaut quoi? Eh bien, l'amplitude A. Alors, comment est-ce qu'on trouve l'amplitude A? Eh bien, on va utiliser la méthode des produits scalaires. S scalaire S vaut quoi? Eh bien, norme de S fois norme de S fois cosinus entre S et S. Norme de S, eh bien, c'est A fois A, et entre S et S, l'angle est nul, cosinus de 0, ça fait 1, donc ça nous fait 1. Donc, S scalaire S est égal à A carré, justement l'amplitude que l'on cherche. Ah! Eh bien, S, je le remplace par vecteur S1 plus vecteur S2. Donc, vecteur S1 plus vecteur S2 au carré est égal à quoi? Eh bien, S1 scalaire S1 plus S2 scalaire S2 plus 2S1 scalaire S2. S1 scalaire S1, c'est comme S scalaire S, ça nous donne quoi? Eh bien, A1 fois 1, c'est-à-dire A1 au carré. S2 fois S2, ça donne quoi? Eh bien, A2 au carré. Plus quoi? 2S1 S2, ça nous donne 2 fois norme de S1 fois norme de S2 fois cosinus entre S1 et S2, c'est-à-dire cosinus entre S1 et S2, c'est cosinus de phi 2 moins phi 1. Hein. Là, le cosinus entre les deux, hein, et bien là on a phi 2 ici, phi 1 ici. L'angle entre S2 et S1, c'est tout simplement phi 2 moins phi 1. Ce qui nous donne, on a presque terminé, hein, donc S1 plus S2 au carré, c'est-à-dire A au carré, est égal à A1 carré plus A2 carré plus 2 A1 A2 cosinus phi 2 moins phi 1. Autrement dit, que vaut l'amplitude A? On l'a redémontré beaucoup plus rapidement avec cette méthode de Fresnel qu'avec la méthode analytique. Voici l'expression du cosinus, de l'amplitude, pardon, du signal résultant au point M. Exercice d'application sur la représentation de Fresnel des signaux. Eh bien, voici deux signaux, S1 et S2. Vous leur associerez deux vecteurs de Fresnel, vecteur S1 et vecteur S2. Et S de t étant la somme de ces deux signaux au point M, hein, puisqu'on va observer une figure d'interférence, hein, eh bien, on lui associera donc le vecteur S qui est égal à S1 plus S2. Alors, première chose que je vous demande, c'est vous allez représenter les deux vecteurs S1 et S2, sachant que les deux amplitudes sont A1 égale 2, A2 égale 4, et phi 1 égale 0 et phi 2 égale pi sur 2. AT égale 0, c'est toujours le plus simple. Hein. Et ensuite, vous allez me trouver la valeur de l'amplitude A du signal résultant. Allez, vous de bosser. Voilà un petit message, au fait, faites-moi part de vos commentaires hein, si vous voyez des erreurs et tout, des encouragements, pas trop d'insultes, merci. Je fais ça gratuitement. Hein. Alors, on y va, on démarre, c'est parti. Donc, le vecteur S1, eh bien, à t égale 0, sa projection sur l'axe OX vaut A1 cos phi 1.
avec φ1 égale 0. Donc A1 fois cos 0, ça fait A1. L'angle φ1 il vaut 0. Le vecteur se trouve ici. Voici S1. Sa norme valant 2 unités. Pour S2 maintenant, A2 cos oméga t plus φ2. φ2 vaut pi sur 2. AT égale 0, ça vaut 0. Cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Donc sa projection, la projection du vecteur S2 sur l'axe des x vaudrait 0. Il est où ce vecteur? Eh bien il est là. Et voilà l'angle pi sur 2, AT égale 0. Voilà le vecteur de Fresnel qui va tourner, le vecteur de Fresnel à une vitesse angulaire oméga. Faisons la somme maintenant de S1 plus S2 pour avoir S. Donc voici, je redessine S2, voici S2 et voici S. Son amplitude vaut A que nous allons déterminer grâce aux propriétés du produit scalaire. Donc nous savons que S scalaire S égale A au carré, nous l'avons démontré précédemment. Donc on écrit quoi? S scalaire S c'est quoi? S1 plus S2 scalaire S1 plus S2 qui vaut quoi? Eh bien S1 scalaire S1 plus S2 scalaire S2 plus 2S1 S2 cosinus entre S2 et S1. Ce qui nous donne donc A au carré égale S1 scalaire S1, eh bien c'est comme S scalaire S1, ça nous fait donc quoi? Eh bien A1 au carré plus S2 scalaire S2, A2 au carré, plus 2 fois norme de S1, c'est-à-dire A1, fois norme de S2, c'est A2, cosinus entre S2 et L, ben c'est φ2 moins φ1. On passe à l'application numérique. Eh bien, A égale racine carrée de quoi? A1, c'est 4 au carré. A2, 4 au carré, ça fait... ça fait 2 au carré. Hein, plus 4 au carré. Plus 2 fois 4 fois cosinus pi sur 2 moins 0. Pi sur 2 moins 0, ça fait pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc la norme de A est égale à racine carrée de 4 plus 16, c'est-à-dire racine carrée de 20. Voilà comment on peut obtenir très rapidement l'amplitude du point M à t égale 0. Interférences constructives et destructives. Voici deux sources synchrones qui émettent deux signaux qui vont interférer sur un écran. Nous voyons que dans ce cas de figure, eh bien, l'amplitude des oscillations au point M est maximale. La différence de marche entre ces deux ondes, c'est-à-dire la distance S2M moins S1M, S2M moins S1M, est égale à 0 fois lambda. Déplaçons la position du point M, changeons cette position, mettons-nous avec delta, différence de marche égale moins 1 lambda, ou en valeur absolue lambda. À ce moment-là, on a à nouveau une zone où on a un maximum d'amplitude pour les oscillations du point M. Dans ces deux zones, nous avons donc une grande intensité lumineuse. Par contre, lorsque delta égale environ 0,5 lambda, à ce moment-là, l'amplitude d'oscillation du point M est nulle. On observe à ce moment-là une zone sombre. Sur cette seconde animation, nous pouvons voir les deux signaux représentés en représentation de Fresnel. Voyons ce qui se passe lorsque ces deux signaux donnent un signal de maximum amplitude. Prenons le cas où le déphasage entre ces deux signaux est nul.
ou 1 degré, pratiquement nul. On voit à ce moment-là que l'amplitude du signal résultant, c'est-à-dire somme de ces deux signaux, est maximale. Si maintenant, le déphasage entre ces deux signaux est égal à peu près 180 degrés. Donc, si ces deux signaux sont en opposition de phase, eh bien à ce moment-là, l'amplitude du signal résultant est minimale. Nous venons de voir qu'au cours d'une interférence, il y a soit des interférences constructives, à ce moment-là, l'amplitude est la plus grande, ou destructive, à ce moment-là, elle est la plus petite. Bien. Le signal au point M, c'est la somme des deux signaux qui partent de S1 et de S2. Nous avons vu précédemment les deux expressions de S1 et de S2 et de l'amplitude du signal résultant petit s. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de trouver que vaut la valeur de l'amplitude maximale et que vaut à ce moment-là la différence de marge delta qui est égale à S de M moins S à M, trajet parcouru par cet onde moins trajet parcouru par celle-ci. Et même question pour amine et puis delta prime. Allez, à vous de jouer. Bien, pas très difficile. A max, ça correspond à quoi? Eh bien, tout simplement le cosinus maximum, c'est-à-dire 1. Il faut donc que cosinus de phi2 moins phi1 soit égal à 1. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, que phi2 moins phi1 soit égal à m fois 2pi avec m entier. Parce que le cosinus de m fois 2pi, eh bien, ça fait 1. Qu'est-ce que ça implique à ce moment-là? Eh bien, que vaut l'amplitude? Eh bien, l'amplitude A max, elle sera égale à quoi? Racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 fois 1. Et bien, ça fait quoi ça? A max égale à racine carrée. On voit le carré parfait. A1 moins A plus A2 au carré. Autrement dit, que vaut A max? Eh bien, A1 plus A2. La somme des deux amplitudes. Que vaut la différence de marge delta maintenant? Eh bien, nous savons quoi? Nous savons que phi2 c'est égal à plus ou moins, suivant le sens de propagation, plus ou moins quoi? Eh bien, plus ou moins k fois x, c'est-à-dire 2pi sur lambda fois x, x étant la position sur l'axe des x. Alors, on va dire, on va remplacer x par quoi? Par la distance tout simplement parcourue, donc par l'onde qui part de S2, ça nous donne 2 puissance lambda fois quoi? S2. Et puis, que vaut phi1? Eh bien, plus ou moins k, donc ça serait k x2 et ça serait k x1, 2pi sur lambda fois la distance parcourue par l'onde, c'est-à-dire S1m. Autrement dit, que vaut phi2 moins phi1? On va se placer dans le cas où l'onde se déplace dans le sens des x décroissants. Qui vaudra à ce moment-là quoi? Eh bien, k S2m moins k S1m, c'est-à-dire k facteur de S2m moins S1m. K c'est 2pi sur lambda, donc 2pi sur lambda, facteur de S2m moins S1m, c'est-à-dire delta. Autrement dit, que vaut delta? Eh bien, nous avons 2pi sur lambda fois delta, qui vaut phi2 moins phi1, c'est-à-dire m fois 2pi. Donc delta égale quoi? Hop, delta égale m fois lambda. Si la différence de marche est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, et bien à ce moment-là, on a une amplitude maximale. Bien, que vaut maintenant l'amplitude minimale amine? Eh bien, l'amplitude est minimale si le cosinus vaut moins 1. Donc, cosinus de phi2 moins phi1 égale moins 1. Autrement dit, phi2 moins phi1 égale 2m plus 1 fois pi.
À ce moment-là, que vaut l'amplitude amine? Eh bien, amine égale racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 fois moins 1. Hop, ça fait moins 2A1 A2. Voilà. On reconnaît encore un carré parfait, le fameux A carré moins A moins B au A moins B au carré, tout simplement. Donc, égal racine carrée de A1 moins A2 au carré, ce qui nous donne valeur absolue de A1 moins A2 ou A2 moins A1. C'est pareil, parce que c'est la valeur absolue. Évidemment, pourquoi valeur absolue? Parce qu'une amplitude, elle ne peut être négative, ça vous le savez déjà. Que vaut à ce moment-là la différence de marge delta prime entre ces deux signaux? Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si phi2 moins phi1 égale 2m plus 1 pi, phi2 moins phi1 égale 2m plus 1 vecteur de pi, ça vaut quoi? Ben, phi2 moins phi1, phi2 c'est quoi? C'est k fois S de n moins k fois S1m. Autrement dit, nous avons 2m plus 1 fois pi égale 2pi sur lambda, facteur de delta, delta étant la différence de marche. Bon, on y est presque, hein. Alors, le pi simplifie, on divise tout par 2, ça nous donne donc ici m plus 1 demi de lambda. Donc la différence de marche est égale à m plus 1 demi de lambda. Par exemple, delta égale eh bien, 1 demi de lambda. Si les deux ondes arrivent ici avec une différence de marche de lambda sur 2, à ce moment-là, on a une interférence destructive, une amplitude minimale, et à ce moment-là, une zone d'obscurité s'il s'agit d'interférences lumineuses. Une remarque, si A1 égale A2, à ce moment-là, on peut même avoir une amplitude nulle, le noir absolu. Voilà, je vous laisse lire et compléter sur votre cahier l'essentiel à retenir de cette partie.